On peut s'attaquer au PME, c'est vrai. On peut s'attaquer au chef de quartier, entre autres, c'est vrai. Mais le citoyen, il est parfois au centre du problème que lui-même il a. Salut à toi et bienvenue sur Gamevest. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, nouvelle année et nouveauté sur la chaîne. Donc, j'ai décidé en fait en 2025 d'apporter une certaine nouveauté sur la chaîne, c'est-à-dire réagir à des contenus en fait qui tournent sur l'actualité guinéenne. Donc, aujourd'hui en fait, nous allons parler de l'insalubrité. Parce que le but en fait de cette nouvelle rubrique, c'est de trouver un thème et voir comment ce thème en fait est approché en Guinée et concerne en fait l'actualité guinéenne et revisionner en fait les différentes réactions en fait des personnes concernées en Guinée en lien avec cette thématique et à la fin ressortir en fait des questionnements ou même des solutions en fait pour combler en fait cette problématique. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'insalubrité. On va essayer de voir comment l'insalubrité touche la population guinéenne et quelles sont les solutions qu'on peut apporter et surtout comment de cela on peut en ressortir en fait des solutions mais du point de vue entrepreneurial pour peut-être motiver certains d'entre vous qui peut-être sont touchés en fait par cette thématique mais qui veulent comprendre en fait l'étendue en fait du problème pour savoir le niveau de solution apporté. Donc aujourd'hui on va regarder quelques extraits de plusieurs sources et j'espère qu'on pourra en fait comprendre comment les populations guinéennes sont touchées par la question de l'insalubrité, les origines, les causes et quelles sont les réalités en fait d'apport de solutions déjà présentes et comment en tant que futur entrepreneur vous pourrez vraiment entrer en fait dans cette danse avec les règles en fait déjà comprises. Donc j'espère que vous aimerez cette nouvelle thématique et on y va. On va commencer par parler du sujet qui fâche, qui est l'insalubrité en Guinée. Et comment traiter ce sujet pour ouvrir des opportunités en ce qui concerne l'investissement en Guinée, parce que il y a peut-être des personnes parmi les abonnés de Gamevest qui ont envie de se lancer dans l'investissement, mais qui ne sont pas trop chauds pour l'investissement agricole et peut-être qui se sentent concernés par par tout ce qui est apport de solutions à des problématiques liées à l'environnement. Donc, en abordant en fait la gestion de l'insalubrité en Guinée, la gestion des ordures et comment cela peut impacter en fait les populations, on peut essayer de trouver un besoin et y apporter en fait une solution. Donc, il faut savoir que aborder ce sujet et intervenir en fait dans la résolution de cette problématique peut concerner tout le monde, qu'on soit guinéen ou pas, mais l'important en fait que la solution provienne en fait des Guinéens. Donc, on peut se dire que dans le monde de l'investissement, on peut essayer d'apporter des solutions dans l'autosuffisance alimentaire, mais il faut savoir que la gestion des ordures est une chose en fait qui a de gros impacts en fait qui peut entraîner une réaction en chaîne dont les conséquences peuvent être positives en fait dans d'autres secteurs. Donc voilà, donc j'espère qu'à la fin de la vidéo, les questions qu'on se sera posées en fait, les avis qu'on se sera donnés, les différentes interactions qu'on aura eues avec les personnes qui partageront leurs idées permettra en fait de comprendre encore pleinement en fait le besoin d'investir dans ce domaine et surtout à la fin de comprendre l'étendue du problème pour adapter en fait notre investissement. Donc voilà, donc dans la création de cette vidéo, mes recherches m'ont mené en fait à ouvrir les yeux sur la réalité entrepreneuriale qui est ce secteur de la gestion d'ordures et surtout les différentes sommes en fait que l'État en fait débourse pour une qualité de service qui n'est peut-être pas là et que peut-être vous, prochain investisseur, pourrez apporter en fait votre graine en fait ou votre pâte à l'édifice, votre brique à l'édifice, votre pierre à l'édifice. Vous pourrez apporter tout ce que vous voulez à l'édifice. Donc, il faut juste savoir que je ne vais pas vous décrire c'est quoi l'insalubrité, mais on va directement aller en fait dans les différentes vidéos de chaînes d'information qui ont couvert en fait ce sujet et voir en fait
quelles sont les réponses que les populations ont eues et quelles sont les informations en fait que ces œuvres journalistiques ont pu en fait couvrir en ce qui concerne l'insalubrité en Guinée. Il faut savoir qu'il y a plein de vidéos sur le sujet. Lorsque j'ai tapé en fait juste Guinée plus insalubrité, je me suis retrouvé avec des vidéos qui datent, qui sont récentes, certaines qui sont anciennes, mais j'ai essayé de prendre un peu de chaque pour que vous suiviez en fait les problématiques qui vont en se résolvant et les nouvelles problématiques qui se mêlent en fait à cette équation. Donc, il faut juste savoir que l'insalubrité en fait est une problématique quasi quotidienne en fait pour les populations guinéennes et cette problématique est accentuée encore en saison pluvieuse et elle ne s'observe pas de la même façon. En saison pluvieuse, elle donne lieu à des maladies qui sont assez endémiques aux populations guinéennes. Et en période sèche, en fait, la gestion des ordures en fait, donne lieu à des conditions de vie qui sont un peu insupportables et qui peuvent donner lieu à des maladies respiratoires parce que ces ordures, au lieu d'être triées, sont brûlées en fait. Et on parlera aussi des limites, en fait, des solutions apportées par le gouvernement et comment la population, en fait, peut être actrice, en fait, dans la baisse, en fait, des ordures et peut faciliter la gestion des ordures lorsqu'on démarre déjà en amont une certaine séparation, en fait, des différentes ordures, un tri des ordures et surtout, on pourra proposer, en fait, des solutions pour la gestion des ordures organiques. Donc voilà, donc on va regarder la première vidéo qui concerne le sujet et on pourra réagir dessus. Allez, on y va. Des tas d'ordures en bord de marché, des effluves d'immondices qui gangrènent l'air ambiant, sans compter les embouteillages créés par ces montagnes de déchets. À Sonfonia, rien n'a changé depuis le début de la campagne d'assainissement. Depuis des lustres d'ailleurs. Les ordures font partie du décor et pourrissent la vie des vendeuses. Si on vient le matin, c'est pour revendre juste le soir pour qu'on gagne du manger. Mais s'il y a le aujourd'hui, si même les gens ne viennent pas pour nous payer. Pourtant, le gouvernement veut bien faire. Le ministre de la Jeunesse a pris lui-même les outils dans une opération de communication et de mobilisation bien menée. Nous sommes en train de bouger. Nous regardons tous les lieux sales. Nous venons les nettoyer, mais aussi impliquer aussi ceux qui sont là. C'est faire en sorte que l'assainissement soit intégré dans le réflexe de chaque citoyen. Dès 6h du matin, chaque mois, ces jeunes désherbent, nettoient, ramassent. Pour vivre décemment, tout simplement. Que ce soit les lieux publics, devant les concessions, les marchés, les hôpitaux, les écoles, nous sommes prêts ce matin, comme chaque dernier samedi du mois, rendre l'environnement agréable. Donc là, en fait, il faut juste savoir qu'en Guinée, en fait, il a été décidé que chaque dernier samedi du mois est le samedi, en fait, de la propriété. Du coup, tout le monde se mobilise, en fait, pour assurer le nettoyage. Et j'ai déjà été plusieurs fois confronté à cela parce que du coup, tous les artères, en fait, sont bloquées afin de permettre, en fait, à la population d'assurer, en fait, le nettoyage. C'est une bonne chose, mais il faut être franc en se disant que c'est pas une solution durable, en fait. À partir d'un certain nombre, une quantité, en fait, d'ordures, la population ne peut pas, en fait, gérer cela. Il faut qu'il y ait des solutions, en fait, professionnelles. Il faut qu'il y ait des machines. Il faut qu'il y ait vraiment un investissement, en fait, dans l'apport des moyens techniques, en fait. Du coup, aussi, après la récolte des ordures, il faut aussi qu'il y ait d'autres étapes qui sont le tri, la séparation, le stockage de ce qui est organique et comment transformer, valoriser ces ordures organiques et tout ce qui n'est pas organique, comment aussi apporter des solutions. Parce qu'à la fin, les ordures organiques, c'est pas le plus gros des problèmes, c'est les ordures qui sont pas organiques. Et ça, c'est le plastique. On remarque qu'en Guinée, en fait, l'usage du plastique devient de plus en plus récurrent et la population n'est pas sensibilisée, en fait, aux conséquences, en fait, que peut avoir, en fait, aux conséquences que peuvent avoir l'utilisation abusive de plastique. Par exemple, pour info, un sachet de plastique, c'est entre 5 à 10 ans avant qu'il soit décomposé. Et en plus, lorsqu'il se décompose, il y a toujours des traces qui sont là, en fait. Et une bouteille, en fait, en plastique, c'est 40 ans. Donc,
Lorsqu'on prendra cela en compte, il faudra en fait sensibiliser vraiment la population pour se rendre compte de l'impact en fait qu'elles ont sur l'accumulation en fait de ces ordures. Du coup, on continue la vidéo. Beaucoup ici ne se sentent pas concernés. Ils continuent de circuler, malgré l'interdiction. La population ne peut pas nettoyer une ville. On peut se battre, on peut lutter, c'est-à-dire on peut s'engager, on peut se déterminer, mais c'est à l'État de faire. L'ONG Destin en main dénonce une opération tape à l'œil, sans réels investissements à long terme. Il faut d'abord commencer par le point final. Savoir réellement est-ce qu'on a une décharge, est-ce qu'on a des centres de tri, est-ce qu'on a des centres de dépotoir dans les communes, dans les quartiers. Et aujourd'hui, ceux qui ont la compétence de la gestion de ces déchets-là, ce sont les collectivités. Et malheureusement encore, ça traîne la mise en place de ces conseils communaux. Le ministre de la Jeunesse a pourtant annoncé une professionnalisation en cours de la gestion des ordures. Il est temps. Le slogan « Conakry ville propre » a plus de 10 ans, peut-être autant que ces tas d'ordures. Vous avez remarqué un truc dans la vidéo? Le monsieur qui narre en fait la vidéo dit que le ministre de la Jeunesse a promis une professionnalisation en fait de la gestion des ordures. J'ai envie de dire, le ministre de la Jeunesse, en fait, qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est quoi son lien avec la gestion des ordures? Le ministre de la Jeunesse, c'est littéralement le ministre de la Jeunesse. Donc, il est important, déjà, là, en fait, il s'occupe pas des bonnes choses. Il se peut que c'est pour ça qu'il retarde, parce que c'est pas sa compétence. La gestion des ordures, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la gestion des ordures. C'est-à-dire plusieurs ministères. On a le ministère de l'urbanisme, parce qu'on est d'accord que l'accumulation des ordures dépend aussi de la localisation des points de dépôt. C'est l'urbanisme qui gère ça en attribuant des zones dédiées. On a le ministère de la Santé, parce que c'est eux qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion du ministère de l'urbanisme. Il y a un ministère qui gère en fait tout ce qui est amélioration c'est l'urbanisme. Donc en gros, on a l'urbanisme, on a la santé, on a, comment je peux dire ça, on a les transports, le ministère des Transports qui est aussi impacté. Donc c'est ces corps de métier qui doivent s'associer pour trouver une solution en fait. Et aussi il y a le ministère de l'Éducation, donc ou pas la jeunesse, afin de sensibiliser en fait le maximum de personnes à la gestion en fait des ordures. Du coup, c'est ce que je remonte en fait sur cette vidéo. Et on remarque que l'ONG a complètement raison. Certaines actions en fait qui peuvent être solutions à ces problèmes, au vu de l'immensité en fait des tâches à faire, ne peuvent pas être juste données à la population. Il faut qu'il y ait un apport en fait de l'intervention de l'État pour adapter en fait les moyens à la réalité en fait de la problématique. Quand on regarde sur des vidéos, c'est des montagnes d'immondices en fait, et du coup le monsieur tout le monde avec sa pelle en fait, ou la madame tout le monde avec sa pelle ne peut pas résoudre ce problème. Il faut des moyens industriels, des moyens techniques, en plus de la compétence technique et de la compréhension en fait du contenu des ordures, pour qu'après la collecte, qu'il y ait un traitement en fait qui soit fait pour valoriser en fait ces ordures. Donc on continue, là on remarque déjà que la problématique est accentuée en fait par les deux parties, tant dans la population pour la création, la production d'autant d'ordures, tant dans le gouvernement pour la non mise en place en fait de tout ce qu'il faut pour faciliter en fait le suivi ou le traitement de ces ordures. Donc, on passe à la question, on passe à la vidéo suivante. Lors des saisons des pluies, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Non seulement il y a les occupations anarchiques qui obstruent complètement le passage de l'eau, il y a l'incivisme des citoyens pour venir mettre des déchets dans les caniveaux. Et troisièmement, le comportement de certains riverains aussi, qui aujourd'hui ont transformé tous les espaces publics en un dépôt sauvage. Donc à chaque fois que la saison pluvieuse s'annonce,
on a des problèmes, des cas d'inondation. Et toutes ces difficultés se trouvent dans une situation où nous sommes en manque des équipements. C'est tout récemment, nous venons d'avoir une machine, tractopelle. Donc je stoppe là. On remarque que le monsieur qui doit officier en fait dans la commune de Matoto mentionne en fait un manque d'équipement. Du coup, pour moi, pour un pays en fait qui a demandé l'indépendance il y a 60 ans, plus de 60 ans, doit au moins par an, doit vraiment avoir j'ai prévu en fait un budget pour acquérir en fait des tractopelles. Tout ce qui est moyen mécanique pour la traction en fait des ordures. Parce que la gestion des ordures, on va pas se dire que c'est un problème qui date d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. Avant, c'était bien géré. Et pourquoi on a cette accumulation? Malgré que la population ne soit pas sensibilisée, il faut quand même qu'il y ait un certain investissement venant d'en haut pour gérer en fait ce problème. Et du coup, le monsieur le mentionne bien, ils ont un manque de moyens. Même si la volonté est là, les moyens ne sont pas là pour qu'ils puissent mener à bien leurs actions. Donc, pour ça, on peut dire que il y a un manque d'infrastructure dans le traitement des ordures, une décolération entre les mentalités en fait des gens et les dangers que les ordures qu'ils produisent peuvent avoir, et un manque d'endroits de localisation de dépôts d'ordures, et comme on l'a dit, un manque de civisme en fait des populations, et surtout le manque d'investissement provenant des gouvernements, et ce qui peut causer une certaine stagnation en fait des mentalités qui n'évoluent pas. Mais on continue. À travers Enabel, Sanita Ville Propre, sauf qu'on n'a pas de camion. Et à chaque fois qu'on veut se lever pour aller faire des interventions très rapides, il faut faire appel à l'Agence nationale de la salubrité publique à travers Albarak pour nous donner des camions pour venir. Du coup, là, en fait, il a mentionné un nom qu'il est important, en fait, de retenir parce qu'on en parlera plus tard dans la vidéo. C'est Albarak, qui est une structure, en fait, qui avait un peu le monopole, en fait, de la gestion des ordures. Et on se rend compte que ce monsieur, en tant que société, en tant que représentant du gouvernement, est obligé de passer, en fait, par... On voit que ce monsieur qui est censé être un représentant du gouvernement est obligé de passer par une société privée pour gérer en fait les ordures, pour pouvoir mener à bien leur activité. Donc, ça veut dire que tout le monopole en fait est attribué en fait à cette structure, ce qui n'est pas normal en fait. Il faut qu'il y ait un pôle compétitif en fait dans la gestion des ordures. Il faut qu'il y ait vraiment une mise en concurrence pour que chacun apporte des solutions. C'est pas un terrain facile, mais il faudrait que, à l'issue de cette vidéo, que vous puissiez en fait partager en fait cette connaissance en fait à des gens autour de vous pour montrer en fait qu'il y a une ouverture qui est là pour investir en fait dans ce secteur. Donc on continue. Dégager ces immondices à des points sauvages. L'insalubrité rime avec des problèmes de santé publique, surtout en cette saison de grande pluie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données aux chefs de quartier quant à la sensibilisation des populations aux maladies, par exemple, diarrhéiques? On est obligé de faire appel à toutes les entités sociales, c'est-à-dire non seulement les élus locaux à la base, les chefs de quartier, les chefs secteurs, la société civile, les ONG, de venir pour qu'on puisse discuter, partager des idées et quelles sont les dispositions à prendre pendant la saison pluvieuse. Et vous le savez comme moi, si l'environnement n'est pas sain, on est confronté à toutes sortes de maladies. Mais quand on vit dans un environnement très sain, c'est qu'on est départi de certaines maladies telles que la diarrhée. Donc cette sensibilisation, on est obligé de le faire. Parce que si l'incivisme prend une ascension, il faut être au chevet de la population pour qu'elle comprenne que chacun doit s'adonner à la propriété de son ménage.
Il a raison, le monsieur, parce que on va pas se mentir que les populations guinéennes, des fois, peuvent aller très loin. Et il le dira dans la vidéo, en fait, par les types d'ordures, en fait, que les gens jettent n'importe où, qui peuvent, par les manques, en fait, d'infrastructures, d'écoulement, en fait, des eaux de pluie, bloquer, en fait, ces écoulements et entraîner encore une réaction en chaîne sur, en fait, des conséquences que peuvent avoir, en fait, ces déversements d'ordures, en fait, dans un environnement, en fait, très fréquenté. Et du coup, bah, on voit encore que la responsabilisation, en fait, des populations face à la gestion d'ordures n'est pas encore le cas. Certaines personnes pensent que nettoyer, en fait, chez eux, c'est déplacer l'ordure de chez eux vers un autre emplacement. Ce qui fait que la responsabilité, elle n'est pas complètement prise en charge parce qu'on déplace juste le problème et du coup, il est toujours là le problème. Donc, il est important que les populations, toute origine confondue, en fait, prennent en compte que tout le monde est concerné par les ordures. Au moins, la prise en compte de l'existence de la dangerosité de ces ordures, même si les solutions peuvent venir peut-être d'autres instances. C'est pourquoi on est allé un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 22 GIE et chaque GIE compose aujourd'hui 4 PME. Donc à peu près, on a plus de 80 PME qui évoluent dans les pré-collectes au niveau des ménages. Donc on les associe parce que ça, c'est des entités qui sont en contact direct avec les citoyens et faire en sorte que chacun puisse contribuer. Ce n'est pas parce que les PME viennent pour les pré-collectes. Mais chaque ménage doit pouvoir gérer ses ordures dans son foyer. Si chacun joue cette partition, son rôle, moi je pense que le problème de maladie va drastiquement diminuer et les épidémies, on va essayer de les oublier de façon drastique. Nous sommes déjà en plein pied de la saison des pluies. Est-ce que la commune de Matoto a déjà enregistré des inondations? Déjà, nous sommes en bas de la colline. Mais il y a un fait que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est quoi? Quels que soient les efforts de la commune, quel que soit le curage que nous effectuons dans nos caniveaux, mais si au niveau en amont, Ratoma ne prend pas des dispositions entre les limites et curer leurs différents caniveaux, dès qu'il pleut, directement tous ces déchets-là se déversent encore au niveau de la commune. C'est comme si on n'a rien fait. C'est un fait que les gens doivent analyser, comprendre, pour qu'au moins cette synergie d'action puisse être profitable à la population. Quand il y a eu les premières pluies, on a eu pas mal d'inondations. Parce qu'on a constaté qu'au niveau de Ratoma, notre limite, les gens mettent des déchets costauds, solides, des réfrigérateurs, des sièges en plastique et autres. Et quand ça vient, ça bouge complètement le passage de l'eau. Et quand ça bouge le passage de l'eau, ça vient envahir complètement les maisons des citoyens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous venons d'assister un tel cas à Yimbaya Permanence. Donc je pense que là, en fait, il y a plusieurs responsabilisations. Comme je l'ai dit, en fait, il y a les manquements en fait des uns qui sont accentués en fait par la méconnaissance en fait du sujet des autres. Donc il faut que toutes les parties en fait fassent de leur mieux pour régler l'urbanisation, la prise en compte des espacements, l'aménagement en fait des écoulements des eaux de pluie pour ne pas que une simple ordure en fait puisse bloquer en fait la circulation et avoir des dégâts en fait sur la population. Où il y a 81 familles qui ont été inondées. La même chose au niveau de Simbaya 1. La même chose au niveau de Sangoya. Donc aujourd'hui, c'est cette problématique qui nous fatigue. Donc il faut impérativement que non seulement les citoyens, mais l'intercommunalité entre Ratoma et Matoto, qu'on s'asseye, qu'on discute, que nous harmonisons nos politiques d'assainissement pour éviter nos concitoyens des pays. Vous vous retrouvez à Saint-Fil avec une envie d'aller aux toilettes, vous satisfaire serait impossible ou du moins un défi.
Depuis 6 mois, ces toilettes publiques sont pleines. Rien n'est fait pour le curage. Le gérant qui est là, tout le temps il est à la commune, il est parti au gouvernement, jusqu'à présent, il n'y a pas l'aide. On ne vient pas, et alors que le quota qui est là à payer, il le paye. À 100 mètres de là, il y a une fosse septique creusée par une société chinoise. Elle est connectée à toute la zone de Kaloum et sert à évacuer les eaux d'égout. Aujourd'hui, ces eaux... Donc vous voyez déjà là en fait, avant même que la vidéo commence, c'est pas évident en fait. Déjà là on se retrouve avec une fosse septique qui ne permet même pas de répondre en fait aux besoins en fait de la population. Normalement en fait, lorsque on réalise ce type de projet, pourtant je suis pas expert, hein, il y a plusieurs anticipations qui doivent être faites. Si la population existante est de 2 millions et on doit faire en fait des travaux pour une population de 2 millions, on parle en fait de problématiques qui touchent les humains en fait. Donc, il faudra, en tant que bon chef de projet, prendre en compte l'évolution de la population. Anticiper en fait que la population va grandir. Donc, les écoulements peut-être vont évoluer. Donc, prendre plus grand en fait. Couvrir une forte surface pour anticiper tout cela. Du coup, là, on se rend compte, je suis sûr, ils ont dû faire exactement pile poil ou même moindre les aménagements pour que ça soit bouché. Comme on l'a dit encore dans les réactions précédentes, on a la mentalité en fait du Guinéen qui est là. Ils auraient dû prendre tout cela en compte pour anticiper. Du coup, on se retrouve avec des travaux effectués qu'on ne peut pas modifier facilement sans encore dépenser. Avec c'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste parce que là, les aménagements, comme je l'ai noté en fait dans mes notes, les aménagements ne sont pas adaptés à la réalité de la population et même à la taille de la ville. Et les aménagements ne correspondent pas à ce que la population produit comme déchets. Et en plus, on dénote un manque de civisme en fait des populations. Du coup, il y a tout ce mélange en fait de mauvaises actions qui donnent ce résultat on aurait pu, soit la population aurait pu être sensibilisée, soit les aménagements auraient pu tenir en compte cela. Donc, il y a quelque chose qui est mal fait et qui a des conséquences, en fait. Et en plus de cela, ça c'est pour après. On continue la vidéo. Sont à l'air libre, empestant l'air et le quotidien des riverains, mais aussi des vendeurs. Ça fait longtemps, depuis le mois de pluvieuse, hein, on a fait l'appel à la commune, au gouvernement de venir au secours pour nous aider. Ils vont nous demander de l'argent. Un peu plus loin, à Coronti, ces ménages et cette mosquée vivent le même calvaire. Les efforts des occupants pour déboucher les caniveaux sont vains. Ça me gêne beaucoup l'eau là. Parce que c'est pas bon comme ça. C'est la maladie. Il y a certains même qui ont raccordé leur douche avec. Mais nous, on sent toujours les mauvaises odeurs ici. On a toujours fait. Regardez, même ici, là, c'est bouché. Je voulais déboucher, mais je n'ai pas le moyen de le faire. Pour comprendre... On revoit encore le manque de moyens. Donc, il y a des populations qui veulent quand même changer, mais les moyens ne sont pas là. Et du coup, je pense que, normalement, en fait, pourtant, je ne suis pas expert, hein. Normalement, il y a des outils pour, en fait, ou une bonne quantité, en fait, des gens compétents, en fait. On voit que c'est des problèmes récurrents depuis des années. Qu'est-ce qu'on attend pour résoudre, en fait, ces problèmes? Ça voudrait dire que c'est pas le plus important, en fait, parce que il y a des choses qui sont, des problèmes qui sont résolus, et un problème qui impacte autant la santé des gens, les populations qui sont censées représenter, en fait, la force vive, en fait, d'un pays, on les laisse proches, en fait, de cette insalubrité qui peut donner lieu à des maladies et même être le début, en fait, d'une crise sanitaire, en fait. Mais bon, on passe sur autre chose et on continue. De le faire. Pour comprendre pourquoi aucune disposition n'est prise pour débarrasser les rues de Kaloum de ces eaux nuisibles, nous avons rencontré la chef-service régionale de l'hygiène et de la salubrité de la ville de Conakry. Alors, c'est là, en fait, écoutez bien ce qu'elle va dire, ça montre encore l'incompétence, en fait, fulgurante, vraiment astronomique, en fait, de comment la gestion des ordures, en fait, est prise en compte en Guinée. C'est
je me permets, hein, c'est vraiment un manque de respect pour les populations. On y va. Visiblement, son administration manque d'équipement pour répondre aux attentes des habitants de Kaloum. Déjà, son administration manque d'équipement. Donc, on revient encore sur ce qui est dit avant, que le manque d'investissement, en fait, de l'État, en fait. Et c'est pas normal. On est en train de faire notre mieux. Mais présentement, la gestion des eaux, du système, c'est confié à la société poubelle de Conakry. Ce sont eux qui sont chargés. Moi, le travail qu'ils sont en train de faire, mon service il peut le faire. Mais comme nous n'avons pas d'équipement, c'est ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire le travail. Cette sauce. Donc, vous avez écouté ce qu'elle a dit, en fait. Ils ont la compétence, ils ont les moyens, la compétence, ok, mais ils n'ont pas les moyens. On préfère créer un autre pôle auquel on donne, en fait, qui a les moyens, mais on donne on donne, en fait, on va dire, en fait, la charge de faire. Du coup, on a littéralement une équipe en doublant, en fait. Et ça veut dire que ces deux personnes sont payées, une à ne rien faire et une à faire quelque chose. Pourquoi pas combiner, en fait, ces deux et faire des économies quelque part. Du coup, cette dame, je sais pas, en fait, si elle n'a pas les moyens de faire, en fait, ce pourquoi elle est rémunérée à faire, si je peux me permettre. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, en fait, de leur journée. Du coup, c'est quoi, en fait, la justification de l'existence de son corps de métier, en fait, de sa responsabilité, si elle est limitée, en fait, pour l'exécution, en fait, de ses tâches. Du coup, on se rend compte que, en fait, il y a plein de choses, en fait, en Guinée qui n'ont pas de sens à un certain niveau. Et ça permet, en fait, de comprendre encore la réalité, en fait, du pays. Société habilitée à faire ces travaux agonise par manque de paiement. Nos efforts pour avoir un entretien avec eux sont restés vains. Donc, comme on l'a dit, en fait, donc l'autre pôle d'activité, en fait, a des problèmes de rémunération, ce qui fait qu'ils n'exécutent pas, en fait, les actions pour lesquelles ils devaient, en fait, réaliser, en fait, les tâches. Enfin, bref, il y a plein de choses que on y va. La trame de la vidéo se construit petit à petit. Vous verrez au fur et à mesure le pourquoi du comment. Là où on est comme ça, on souffre pour beaucoup de choses. Il n'y a pas hôpital, il n'y a pas marché, il n'y a pas école. La route, il n'y a pas. Si une femme tombe en grossesse ici, pour aller à l'hôpital, ce n'est pas facile, surtout la nuit. Exemple, avant-hier, il y a une femme ici qui a accouché à la maison, elle est décédée avec l'enfant. Avant qu'on gagne le déplacement, aller à l'hôpital, déjà, elle a perdu tous les sacs. Nous sommes ici, dans l'un des quartiers les plus connus du pays. Koloma 2, dans la commune de Ratoma. Difficile de le croire, mais ici le développement est loin derrière. Il faut dire que la réputation du quartier n'a rien à voir avec le niveau de vie de la population. Aucune route n'est bitumée. Dans le quartier, les eaux usées colonisent chaque rue, chaque ruelle. Ça sort dans les cadres de toilettes là-bas. Tu as vu le soubassement là? Ça là c'est rempli. Le soubassement de toilettes là. Des eaux usées, parfois mélangées à des matières fécales humaines qui empestent tout le quartier. La face cachée de plusieurs quartiers de Conakry, des quartiers mal lotis qui manquent de caniveaux et où les habitants prennent les rues pour des fosses septiques. Du coup, là encore, je pense que cette vidéo met plus en avant, en fait, le fait que l'insalubrité, elle est certes là, mais elle est accentuée par une certaine limite, en fait, que l'urbanisme, en fait, met en place. On n'a pas de caniveau. Les lotissements sont mal faits. On construit, en fait, des zones à forte présence humaine, des habitations où on est sûr que tout ce qui vient avec la présence d'humains longtemps, une sédentarisation de la population, avec les déchets qui peuvent découler, en fait, de la présence humaine longtemps à un endroit, sans pour autant permettre, en fait, l'écoulement de ces déchets, sans pour autant permettre l'accès, en fait, à ces localisations pour le transfert des déchets. Du coup, à un moment, ces humains, en fait, on déverse, en fait, les déchets
aussi loin qu'on peut de notre habitation, donc par opposition aussi proche que ça ne l'est en fait des habitations des autres. Et en plus, on oublie que l'évolution de ces déchets, la mentalité déjà elle est là depuis longtemps, c'est humain, mais l'évolution des déchets fait que ces déchets en fait ne se décomposent pas. Du coup, ils sont là longtemps, et ils s'accumulent. Et on sait que l'humain en fait a cette facilité en fait à copier les autres. Donc, peut-être un endroit qui n'était pas un lieu de dépôt devient soudainement un lieu de dépôt. La conscience collective en fait se dit c'est un lieu de dépôt et tout le monde vient déposer là. Et du coup, c'est pour ça en fait à un moment la sensibilisation en fait de la population doit entrer en jeu en fait pour vraiment déconstruire en fait ce suivisme en fait qui est de faire comme les autres en fait, de ne pas se poser des questions et remonter en fait des incohérences parce que la gestion des ordures doit être le problème de tout le monde. On continue la vidéo. On a constaté ici beaucoup de cabinets qui sortent, viennent au bord de la route. Ça, c'est pas bon pour la santé. Ils n'ont qu'à essayer de dire aux gens qui sont là-bas de faire des tours et vider le cabinet. On ne doit pas laisser un cabinet tout le temps rempli. Le cabinet même sort pour venir au bord de la route. Tout le monde passe. Il y a des mêmes imams qui passent dans ça, aller aux mosquées, tout ça, c'est vilain. Mais à Koloma, ce n'est pas la seule chose qui inquiète. Malgré sa réputation, le quartier n'a aucune route bitumée. Ici, les habitants prient pour qu'il n'y ait jamais d'incendie. Car l'accès est si chaotique que même les motos peinent à circuler. Donc là, la vidéo met en exergue un peu les limites en fait de l'environnement vraiment dans lequel les personnes vivent. C'est-à-dire que même si on réussissait à changer les mentalités là, on a une réalité en fait, une limite de l'urbanisme qui fait que même si ces personnes venaient déposer les ordures dans un point dédié, comment les personnes qui sont censées les collecter arriveront à ces endroits? Il y a littéralement aucune route. Ils ne vont pas prendre le risque de casser leur voiture, venir facilement à vide, mais avec des ordures plein le véhicule, avoir des difficultés à grimper en fait les côtes. Du coup, à un moment, c'est tout un nuage de problèmes en fait. Et il faudrait que les personnes qui ont plus les moyens d'apporter en fait des solutions à ces problèmes soient les premières qui se lancent. Et après, on verra les conséquences en fait à long terme sur les autres concernés. Vous rentrez dans ces quartiers, et avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, il serait trop tard. Ok, du coup là en fait, on est à Bambeto, donc là on peut se dire qu'il y a le budget, parce que le budget qui est mis pour l'échangeur, on aurait pu pour moi, à mon avis en fait, commencer déjà par réparer en fait l'existant avant de créer en fait cet échangeur. Parce que cet échangeur en fait, ça va changer certes des choses, mais pas dans le bon ordre. Donc voilà, donc on passe dans les commentaires. On a Ibrahim Abari qui dit « Il faut qu'on arrête de se plaindre, on a des problèmes, cherchons des solutions et faisons en sorte qu'ils soient réglés. Et pousser le maire à passer à l'action. Faites appel à tous les jeunes du quartier, Koloma 2, à se regrouper et faire appel pour faire des routes et se mobiliser pour faire le travail. Ça ne changera rien. Si ils n'ont pas fait avant, ils le feront pas. Hein. Il faut vraiment que ça vienne d'en haut en fait. Il faut qu'il y ait des responsables qui proposent en fait des budgets pour. Même si les budgets sont déjà débloqués pour, mais c'est la mentalité aussi de ce côté des personnes dans le gouvernement pour valoriser en fait le bien commun que le bien individuel. Et nous vous rejoignons ce 11 mars, premier jour de la semaine. L'équipe reste entièrement mobilisée pour vous servir justement de ces ordures qui reviennent et qui nous retouchent de très plein fouet. Mohamed Ali, bonjour. Je reste avec vous. Diba, il y a un constat. Les ordures reviennent de plus belle. La NASP, on se pose bien la question, qu'est-ce qui se passe? Oui, la ville est très sale. Ça nous rappelle un peu des souvenirs sous Sorel et tout. À un moment donné, on avait du mal à faire face à la problématique. C'est que aujourd'hui, cette question-là revient au devant de la scène. On est en droit de se poser la question, est-ce que c'est une mauvaise solution appliquer un véritable problème?
Parce qu'on a tellement essayé de facteurs, de mécanismes et tout, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Hier, moi, j'étais sur la route Cité-Sangoya. Et imaginez au niveau de cet espace, le marché qui est au niveau de Cité, ils ont mis les tas d'immondices au beau milieu de la route. Et aujourd'hui, vous regardez les terre-pleins, ce matin-là, partout, vous avez des tas d'immondices. Partout, ce sont des tas d'immondices. On se réveille avec ces tas d'immondices-là. Je me souviens, sous, par exemple, Lansana, la transition Alpha arrive, c'était en fait les collectivités qui s'occupaient de l'assainissement de la ville de Conakry. Donc, c'est très important. Dans cette partie, on a construit un peu la vidéo, en fait, c'est construite. On a déjà la mentalité, on a déjà notre compréhension du sujet. Et je pense que cette vidéo vient tasser encore et rajouter, en fait, une concrétisation, en fait, de la structure de comment les ordures sont gérées. Parce que là, les vidéos d'avant, on a plus vu le point de vue de la population, les conséquences, en fait, de ce qui était fait avant. Mais là, dans cette vidéo, vous allez comprendre le comment du pourquoi avant que ça n'impacte la population. On y va. Conakry avec un financement de la Banque mondiale. Donc après, on a constaté que ce mécanisme-là, vu qu'ils ont fait évoluer le code des collectivités, en même temps, pour des besoins politiques, on a retiré. Pourtant, c'est une compétence dévolue au code des collectivités. On l'a confié à une structure qu'on a créée, qu'on appelle l'ANASP, qui a été installée à l'époque. Et donc, sa mission, c'était de s'occuper de l'assainissement, mais aussi de l'organisation autour. Entre-temps, il y a Albara qui arrive. Avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé. Donc, on avait une structure qui gérait les ordures avant. C'était les communautés. Donc, c'était vraiment proche des populations. Mais on peut se dire que plus les ordures grandissaient et plus les populations évoluaient, la structure a été changée. C'est devenu à l'ANSP de ce qu'il dit. Et après, bizarrement, ça c'est revenu aux mains, en fait, de la société turque, Ali Barak, qu'on a mentionné avant, qui n'a pas qu'apporté de belles choses, en fait. Donc, on continue, on laisse ces gentils messieurs vraiment expliquer tout de ce que, en fait, comment les ordures sont gérées et comment, sur des choix, en fait, des erreurs de choix, on se retrouve avec des populations qui subissent, en fait, cela. Al-Barak arrive, on change encore, on ramène d'abord au niveau du ministère de l'énergie, mais aussi les questions liées à l'assainissement, ensuite qui chapeaute l'ANSP. Et quand ils ont signé la convention avec Yessil Abdallah, qui est aussi une filiale de Al-Barak, donc c'est une convention de 26 milliards. Donc chaque année, l'État déboursait 26 milliards dans le cadre de l'assainissement. Alors la mission de Yessil Abdallah était claire. C'était de s'occuper pour la commune de Kaloum de la pré-collecte, de la collecte et le transport vers le dépôt. Au niveau du dépôt, il y a une autre société italienne qui s'occupe de l'élimination des déchets, de leur tri. Parce que c'était ça aussi la convention avec la société italienne qui arrivait en Guinée à travers l'ancienne, celle qui était à Kaloum, notre maire, Madame Touré, Aminata Touré. Oui. C'était à travers elle, cette société arrivée en Guinée. Donc avec Al-Barak, ils ont signé une convention. L'assainissement des 5 communes coûtait 26 milliards de francs guinéens chaque année. Donc, pour faire une idée des choses, dans 6 milliards, en fait, c'est environ 2 millions d'euros par an. Donc, ça veut dire que l'État paye 2 millions par an à une société pour l'assainissement, en fait. 2 millions d'euros. Donc, imaginez-vous, franchement, désolé, en faisant le calcul, on n'a pas besoin de faire Saint-Cyr pour voir que 2 millions d'euros par an, on peut littéralement baisser, en fait, cet investissement, parce qu'en soi, on n'aménage pas, en fait. On garde l'environnement en l'état et on essaie de faire avec. Alors qu'avec 2 millions d'euros par an, les caniveaux peuvent être agrandis. Tout ce qui est urbanisme peut être valorisé. On peut avoir des campagnes de sensibilisation, en fait, à l'école, vraiment à tout niveau scolaire, pour sensibiliser les gens. On peut en même temps acheter, en fait, ces tractopelles qui manquaient, en fait, au début de la vidéo à ce monsieur de Matoto à Conakry. On peut se retrouver déjà avec la moitié des communes, en fait, couvertes avec son
propre tractopelle pour éviter en fait les files d'attente en fait. Donc ça veut dire que, en fait, je m'assois, je me rends compte que je sais pas en fait ils ont quoi comme diplôme en fait les gens qui gouvernent. On sait qu'on peut le payer en fait, mais on décide de ne pas le faire parce que l'argent est là. Donc on paye les tractopelles et on les donne et du coup ça rend les collectivités moins dépendantes de cette activité et peut-être ça permet même de créer des structures en fait intra-communes en fait de gestion des ordures. Ça permet même de sensibiliser au niveau local en fait. Chaque commune permet de sensibiliser en fait sa population. Mais bon, on continue. Kaloum, dans la convention, on a dit pré-collecte. Sauf que ils ne font pas de pré-collecte. Parce que moi, j'ai parcouru la convention, on disait qu'il fallait aller même dans les bureaux, vider les poubelles, aller dans les marchés après la vente le soir, nettoyer les marchés et également installer des bacs à ordures. Les bacs à ordures, c'était des bacs pour les dossiers, les déchets ménagers. Là, c'est de la folie. Voilà. Dans les bureaux. Dans les bureaux. À leur décharge. À leur décharge, je pense qu'il appartient aux tenanciers d'immeubles, tout au moins de descendre les poubelles au pied des immeubles. Au pied des immeubles. Oui. Donc c'était ça en fait la convention. Sauf que après ils n'ont pas suivi. Nous on a posé la question. Après la réponse qu'on nous a dit au niveau du MATD, c'est qu'ils ont violé systématiquement la convention. Donc par rapport aux poubelles, il fallait avoir des poubelles pour les déchets ménagers. Et les déchets solides, parce qu'il y a des déchets... Les trois couleurs. Les trois couleurs. Donc, c'est ce qu'il fallait installer, sauf que si vous regardez dans Kaloum, on n'a que... Du coup, ça, c'est vrai. C'est vrai que pour mieux gérer, en fait, les ordures, il faut, dès la production des ordures, pouvoir faire le tri. On l'a expliqué en amont dans la vidéo, que les déchets organiques peuvent être transformés, peuvent être valorisés, en fait. Les déchets non organiques doivent être recyclés. Donc, retrouver une nouvelle utilisation et retrouver même les transformer presque. Du coup, ça fait que, de ce que je vois là, les structures qui ont été choisies pour assurer la gestion de ces déchets n'ont pas appliqué en fait les clauses qui étaient liées au contrat. Donc, ça veut dire qu'on paye des gens à ne pas faire ce qui était dit en fait d'être fait. On continue. Qu'une seule poubelle qui est là. Et c'est là on déverse tout, que ce soit les déchets solides, liquides. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tri, on met tout là. Donc là, on a violé la convention. En même temps, dans la même convention, on avait prévu de nettoyer, de laver les voiries urbaines. Donc il fallait les laver après avoir fini d'éliminer les déchets, il fallait les laver. Et même les murs, les affiches murales qu'on voit souvent, il y avait une machine qui était prévue dans la convention qui devait venir laver les murs pour retirer, à chaque fois qu'on arrivait à terme de la publicité, pour retirer ces affiches sur les murs. Sauf que dans la convention, on constate que là aussi, ça n'a pas été respecté. Maintenant, dans les autres communes, puisque Kaloum, c'était un projet pilote. Après, ils ont décidé d'étendre sur les autres communes, mais sur les autres communes, c'était pas la pré-collecte, c'était tout simplement la collecte. La collecte et le transport vers la décharge qui est ici à Dar es Salaam. Donc, ce sont les PME qui ont été recrutés. Mais quand ils sont venus, le ministre Mori Kondé, il a vu la convention, il a constaté que sur beaucoup de paramètres, la convention a été violée. Donc là, on a demandé à ce qu'on ramène l'assainissement dans l'escarcelle du MATD, mais toujours en continuant avec l'ANASP et Al Barak. Donc aujourd'hui, l'ANASP... Ah là là. Vous voyez qu'il y a... C'est là en fait que je vois que le monopole, en fait, c'est pas bien. Parce que là, le fait qu'il valide vraiment que la personne qui a le monopole, en fait, a violé quelques clauses, en fait, il remodifie en fait le suivi, mais en maintenant toujours ces mêmes personnes. Du coup, je sais pas, ça change quoi. S'ils l'ont violé une fois, ils peuvent la violer ces clauses une seconde fois. Mais bon, on continue. Sa seule mission, c'est la coordination. Elle ne s'occupe pas de l'assainissement, l'agence. Celui qui aujourd'hui s'occupe de l'assainissement, de la pré-collecte, de la collecte, c'est Al Barak. La pré-collecte, j'apprends qu'ils ont recruté des PME dans les différentes communes qui doivent s'occuper aussi de la pré-collecte. Vous vous abonnez, ils viennent, ils prennent les déchets, ils amènent au niveau des points de regroupement. Al Barak vient avec ses camions, ils ramassent les ordures, ils envoient au niveau de la décharge. C'est ce qui est mis en place. Mais sauf que la machine, elle ne prend pas parce que à un moment donné, Al Barak, l'argument c'est de dire l'État ne paye pas. Les 26 milliards que nous avons comme convention avec eux, il arrive des moments qu'on ne paye pas, les travailleurs sont obligés de débrayer. Et sans compter aussi que la décharge, parfois elle est pleine. On ne sait pas où mettre. Parce que si la décharge est pleine, ils vont vouloir éliminer les déchets dans la ville, mais où il faut les déverser. Et
Du coup, là, en fait, on a 3 ou 4 problèmes qui se dénotent. Du coup, en fait, la gestion des ordures a évolué pour qu'une partie, en fait, de la responsabilité soit attribuée aux PME, c'est-à-dire au niveau très, très local, en fait, proche du peuple, et que ça soit eux à la production des ordures à travers un abonnement, en fait. Chaque maison, en fait, ou chaque maisonnée, en fait, souscrit un abonnement. Les ordures, en fait, sont déplacées, en fait, sont récupérées. La précollecte de ces maisons est ramenée vers les points de collecte et que ça soit la société Alibaba qui récupère, en fait. Mais vous verrez, en fait, dans les vidéos qui suivront qu'il y a eu plein de manquements parce que, en fonction des limites de chacun, la précollecte n'a pas été faite. Il y a des personnes qui se retrouvaient à souscrire un abonnement en bénéficiant pas du service lié à cet abonnement. Et 2, on se rend compte que aussi dans la deuxième branche entre Ali Barak et l'État, ces 26 millions ne sont pas si concrets que cela. Du coup, à un moment, ils ne viennent pas récupérer, en fait, viennent pas faire la collecte. Du coup, on se retrouve avec des accumulations, en fait, quelque part, pendant que les ordures continuent d'être produites par les foyers. Ça, c'est bon. Et en même temps, pendant que les rémunérations étaient bonnes, on a eu cette accumulation de déchets qui a été faite dans les décharges. Mais comme on l'a dit, on l'a vu avant, il n'y a pas eu de tri. Du coup, on a ces déchets qui sont là qu'on ne peut pas traiter, en fait. Parce que personne n'a pensé, en fait, au traitement de ces déchets qui est facilité par une étape de tri, en fait, en amont. Du coup, on se retrouve avec les déchets qui s'accumulent, les foyers qui produisent les déchets, la précollecte qui n'est pas faite comme il faut, le dépôt qui n'est pas fait comme il faut, la collecte qui ne peut pas être faite parce que pas de rémunération derrière. On n'avance pas. On est stagnant alors que les déchets continuent d'être produits parce que ça ne s'arrête pas, en fait. Et c'est un peu l'un des problèmes, en fait. Au niveau de la décharge aussi, il y a une violation systématique de la convention parce que là-bas, ils avaient prévu non seulement le paysage, en même temps, ils avaient dit dans la convention qu'ils allaient installer un mécanisme pour éliminer les déchets. C'est-à-dire, quand on amène, on fait un tri, il y a des bacs qui sont installés. Quand on fait le tri, maintenant, on fait un enfouissement. C'est ce qui était dit, on fait un enfouissement. Sauf qu'on ne fait pas d'enfouissement, on brûle. On brûle et cette fumée-là se propage. C'est polluant, se propage dans la ville. Et à bien des égards, je pense que les partenaires n'ont pas suivi l'esprit de la loi. Et l'État aussi, à mon avis... Sur l'État, mon cher Guiba Milimono, je pense que... Donc là, en fait, je pose pour aborder, en fait, là, ce qu'on voit, en fait, c'est que à tous les étages, en fait, c'est pas géré. C'est pas géré. Et du coup, c'est là, en fait, des fois, je me dis, on a abordé plein de fois les limites, en fait, des personnes qui opèrent dans différents ministères. Si nous, en fait, en tant qu'abonnés, en tant que non-membres du gouvernement, on propose, en fait, des solutions qui semblent très concrètes, qu'est-ce qu'ils font, en fait, dans le gouvernement, les personnes qui sont élues, en fait? Parce que là, on se pose des questions. Parce que là, on a des journalistes. J'imagine que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo émettront, en fait, des idées qui doivent être prises en compte, en fait. Mais bon, je ne sais pas le comment du pourquoi, mais j'espère que dans les commentaires, vous mettrez, en fait, le pourquoi, en fait, on a cette incohérence, en fait, dans le besoin de la population, les solutions, en fait, pour couvrir ces besoins, et la réalisation, en fait, de ces solutions. Donc, il faut savoir que c'est que la majeure partie, au moins la moitié de ces déchets sont organiques, c'est ce que je disais, et qu'avec une certaine réflexion et un investissement correctement réfléchi, ceux-ci peuvent être transformés en engrais, en compost, et être introduits dans d'autres secteurs d'activité, comme l'agriculture, par exemple. Et c'est toujours mieux que de les brûler, parce que lorsqu'on les brûle, on recrée, en fait, un autre problème, qui est la pollution, et on se retrouve avec des personnes qui sont malades, en fait. Donc, on continue, et vous verrez cela, en fait, dans la suite des vidéos. Donc là, on avance un peu, parce que là, il blablate. Donc, à 10 minutes, voilà, on y va. N'a pas été posé. Ça veut donc dire que la crise, elle est là, et tous les segments, donc toutes les activités vont être impactées. La question des ordures, malheureusement, dès qu'on arrête de les ramasser, et bien entendu, ça se voit. Ça, on ne peut pas cacher ça.
Par exemple, un fonctionnaire qui n'a pas de salaire, s'il n'en parle pas, on ne sait pas. Mais les déchets qu'on ne ramasse pas, c'est tout le monde qui voit. Clair. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, je voulais terminer par les collectivités. Parce que les collectivités ne peuvent pas continuer à dire c'est une compétence qui nous est dévolue, mais le MATD a pris. Parce que quand on dit le MATD a pris, c'est parce que le MATD n'envoie pas de ressources. C'est ce que ça veut dire. Mais le MATD, je ne crois pas s'il a pris une mesure une fois pour dire ne ramassez pas des ordures dans votre quartier. Je crois que chaque collectivité doit pouvoir s'organiser. Pas à la perfection, pas de travailler à la perfection, mais au moins de prouver à ses concitoyens qu'on a la volonté de ramasser les déchets qui sont devant nos portes. Ça, c'est une organisation qui peut se faire. Les citoyens peuvent payer au niveau du PME. Et puis, on peut opter pour, si vous voulez, un montant. Si, par exemple, chaque citoyen paye 5 000 francs à une PME pour le ramassage quotidien, on peut dire à chaque ménage, donc, au lieu de payer 5 000, augmenter 10 000. Évidemment, il faut qu'il y ait une garantie derrière pour la gestion. Augmenter 5 000, ça fait 10 000. Les 5 000 là, vos déchets qu'on va ramasser, on va les déposer au niveau d'un point de regroupement. Les autres 5 000 vont aider à carburer le camion pour venir ramasser les ordures. On n'aura pas besoin d'attendre l'argent de l'État ou alors Al-Bayrak pour venir ramasser ces déchets-là. Chaque collectivité peut opter pour cette organisation. Mais le fait de croiser les bras, on nous a retiré cette compétence-là, le MATD a pris, c'est au niveau de l'ANASP. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau des mairies? Je crois qu'il doit y avoir une réflexion. 5 000 peut-être que de plus, c'est de l'argent, mais chaque ménage peut au moins débourser ça pour aider à carburer les camions pour venir ramasser. Et le problème, rapidement, l'autre. Du coup, il a raison, le monsieur, parce qu'on remarque que les gens se sont vraiment séparés de leur responsabilité en ce qui concerne la gestion des déchets parce qu'ils ne se pensent pas capables de le faire. Ils ne se pensent pas avoir les moyens de le faire. Ça, il y a une double question. Les moyens financiers, ok, certes, mais la sensibilisation derrière doit être constante. Et aussi, on peut essayer, en fait, de montrer qu'on essaie de le faire pour permettre de faciliter en fait l'aide, en fait l'assistance. Et du coup, si tout le monde ne fait rien, on fait rien. Ça montre ce que la dame disait avant, la chef dans les premières vidéos. Elle dit que ils n'ont pas les moyens, mais du coup ils font rien. Et du coup je me disais qu'est-ce qui justifie son salaire si elle fait pas? Il y a un doublant en fait qu'elle a. Du coup si elle fait pas son boulot, comment elle justifie en fait son salaire? Du coup, il faut quand même essayer de faire des choses et ne pas attendre que tout nous soit donné. Et du coup, on est d'accord que dans plein de lives, on a abordé ce sujet. En Guinée, en fait, on a cette culture en fait de l'assistanat qui est tellement présente que ça fait que même dans la gestion des ordures, on veut que ça soit des gens qui viennent nettoyer nos propres ordures. Et ça, c'est un problème. Problème, même au niveau de la décharge, par exemple, le tonnage. Normalement, il y a un technicien de l'ANASP qui doit être à côté et un technicien de piscine, puisque c'est piscine qui gère la décharge. Quand les camions viennent, on pèse. C'est en fonction du kilo là, du tonnage, pardon, on fixe le prix. Mais sauf que parfois, nos agents ne sont pas là. Donc, c'est le partenaire lui-même qui fixe ses propres prix. Qui se rémunère. Et l'État est obligé de mettre la main à la poche. Donc, la machine n'est pas bonne et j'apprends qu'il y a eu un appel à candidature pour recruter pour la commune de Matoto seulement 22 PME. Ratoma, c'est autour d'une dizaine. Actuellement, c'est eux qui s'occupent de la pré-collecte. Maintenant, Barak vient pour la collecte direction vers la décharge. D'accord. Est-ce que c'est une, Daouda Mohamed Kamara, est-ce que c'est une solution qui a une chance de prospérer? L'option que nous propose, ce surplus que nous propose Jacques ce matin pour s'assurer que les collectivités puissent s'engager sans attendre que l'argent suive la compétence. Je crois que du côté de la commune de Ratoma, par exemple, le maire avait, avec ses conseillers, avait pris la décision Ratoma est sale, hein? Oui, Ratoma est très sale. Par exemple, on a permis aux PME on a demandé aux ménages de s'abonner obligatoirement. Dans les autres communes, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les quelques rares PME qui sont dans les quartiers traînent aujourd'hui des problèmes. Parce que vous pouvez payer, lorsqu'on vous dit par exemple qu'on ramasse chez vous 2 fois par semaine, on ne ramasse pas. Parfois, ils peuvent attendre jusqu'à 2 semaines pour passer une fois.
parfois, je suis obligé de donner de l'argent aux enfants, aller mettre ça dans les bacs à ordures de l'autre côté, les ordures. Et Dieu seul sait où ils vont déposer ça. Et Dieu seul. On peut s'attaquer au PME, c'est vrai. On peut s'attaquer au chef de quartier, entre autres, c'est vrai. Mais le citoyen, il est parfois au centre du problème que lui-même il a. Quand vous, par exemple, vous avez votre ménage, vous êtes abonné auprès d'une PME. Votre voisin, le deuxième, le troisième, disent qu'ils ne s'abonnent pas. Il y a un petit caniveau qui passe devant chez vous. Chaque nuit ou chaque matin, tout ce qu'on balaie, on met là-dedans. On attend une première goutte de pluie pour ouvrir les vannes et tout se porte vous devant chez vous. S'il y a une petite élevée devant chez vous, tout vient s'arrêter là. Donc ça je comprends, mais là on n'est même pas en saison de pluie. C'est pas. Du coup, on montre bien en fait la mentalité qui est là en fait. Il y a plusieurs problèmes à tous les niveaux. Les PME qu'on paye pour la collecte ne sont pas régulières et du coup ça fait que les citoyens font ils utilisent leur cerveau pour se débarrasser de cette ordure. Et ça montre bien qu'on est d'accord que l'ordure, ils la veulent pas chez elles. Ils la veulent peut-être chez d'autres personnes, mais pas chez eux. Pas les maisonnettes ne veulent pas en fait ces ordures chez eux. Encore ce mécanisme. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de ramassage. Il n'y a pas de ramassage. C'est la même situation. Le citoyen ne s'abonne pas. Le peu de citoyens qui s'abonnent, les PME ne sont pas sérieuses. Parce que les camions dont on parle ne peuvent pas aller dans les quartiers, dans les ménages. On est d'accord. Il faut qu'il y ait des PME qui soient sérieuses. Aujourd'hui, c'est au niveau des Du coup, vous voyez ce qu'ils disent. Les camions ne peuvent pas aller dans les ménages. Les camions de collecte, encore une fois, parce qu'il y a l'urbanisme, en fait, qui n'a pas fait son boulot. Du coup, ça fait qu'on ne peut pas relier, en fait, une solution et le problème auquel il doit apporter, en fait, cette solution. Donc, il y a un manquement quelque part qui occasionne tout ce brouhaha, en fait, de cause à effet qu'on rencontre maintenant. La collecte même. La collecte, c'est un problème. Au niveau de la collecte, la collecte devient sale, un visage. La collecte, c'est un problème. Mais il faut que la chaîne soit complète. On est d'accord avec Il faut que la chaîne soit complète. Parce que si tout ce qui est ramassé par tout ce qui est, je vais dire, gardé dans les quartiers, par exemple, on prenait tout pour venir déposer au point de collecte, tenez-vous bien, ça pousserait encore davantage à travailler. Mais nous-mêmes, nous nous contentons de la saleté dans laquelle nous vivons dans le quartier. Et puis, on ne va pas s'indigner pour une petite quantité qu'on retrouvera dehors. Parce que les gens, ils sont dans la voiture, ils arrivent au niveau d'un bac à ordures. Ils ne prennent même pas le temps de garer pour bien déposer. Ils sortent, ils jettent. Tant pis pour celui qui sera à côté sur qui ça va se verser. Ça, c'est un problème. Donc, moi, je me dis, c'est vrai qu'au niveau supérieur, il y a un problème. Mais nous-mêmes, ça ne fait pas partie de notre éducation. D'accord. Très bien. De toutes les manières, la propreté, la saleté, c'est aussi une question culturelle. Bon. Donc, vous voyez là, en fait, qu'il y a une certaine responsabilisation, en fait. En fait, comme je l'ai dit, je le redis encore, les problèmes sont à tous les niveaux. C'est pour ça, en fait, la compréhension est très compliquée. On a, de l'autre côté, ceux qui ont besoin, en fait, du service, qui font pas tout ce qu'il faut pour entretenir ce service. De l'autre côté, ceux qui sont porteurs de solutions n'ont pas ce sérieux, en fait, pour apporter les solutions ou peut-être n'ont pas les moyens. Du coup, on se retrouve avec une inefficacité, en fait, à tous les secteurs. Donc, on continue elle est bien, cette vidéo, parce qu'elle aborde, en fait, plein de sujets qui méritent d'être, en fait, mentionnés. Donc, on avance un peu plus loin. Tu mérites parce que j'ai entendu Jacques dire que aujourd'hui, c'est parce qu'on est pauvre. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. C'est comme si c'est l'État qui finançait. Moi, de tout le temps que j'ai appris de tout le fonctionnement de l'État. De tous les projets que je sais dans la gestion des ordures ici, l'État ne finance aucun franc. Je ne sais pas. Peut-être je peux apprendre aujourd'hui, mais ce que je sais, le premier partenaire du financement de la gestion des ordures en Guinée, c'est l'Union européenne, à travers le projet PASA. Je pense, j'ai vu ça quelque part. Après, c'est la Banque islamique de développement et Enabel également qui s'implique. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, en fait, quand je faisais mes recherches, en fait.
Du coup, tout ce qui est stockage, en fait, d'ordures, tout ce qui est décharge, tout ce qui est aménagement des décharges, j'étais toujours étonné de voir, en fait, marqué financé par l'Union européenne, Enabel, ou tatati, tatata. Et du coup, je me rends compte que il y a des personnes externes au pays qui nous financent pour être propres, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est très triste. Il faut vraiment qu'on se rende compte que responsabiliser, en fait, certains besoins, en fait, et ne pas se laisser assister, en fait, pour la recherche des solutions à ces problèmes. On a l'alimentation, la santé, et là, la propreté, quoi. Et du coup, si vous remarquez, à tous les niveaux, en fait, on est subventionné par quelque chose, par une institution externe, on est financé par une institution externe. Du coup, on se rend compte que pour des facteurs, en fait, du développement, soit personnel, national ou même individuel, en fait, des populations, il y a toujours un facteur externe, en fait. Rien ne vient de l'intérieur. Et ça, c'est pas bien. Ça fait que, du coup, il y a cette culture de l'assistanat qui est encore accentuée, en fait. Et c'est assez triste. Et le monsieur, il a raison. Je sais pas son nom, mais il a raison. Si l'État finance, à un moment c'était avec le gouvernement, c'est le BND. C'est l'État qui finance le transfert. Le transfert des déchets de points de regroupement. C'est budgété, ça c'est budgété. Ça c'est l'État. Budgété comment, à combien. Il a parlé des projets. Je suis en train de vous dire que les projets avec la FIX va dans ce sens-là, du pré-collecte au collecte, à la gestion, jusqu'à la transformation des déchets. Le processus existait. Demandez à Papa Police, vous avez bien clairement expliqué tout ça ici. Le seul problème dans la gestion de nos projets, en Guinée notamment, des ordures en Guinée, c'est pas que ce sont des mauvaises solutions. C'est la corruption endémique en réalité. Chacun veut manger sa part dedans. C'est vrai. Alors, quand vous avez un projet, c'est lui qui remplace l'argent des ordures. Où est-ce qu'il est en train de prendre? Il faut être une belle ordure pour bouffer, pour détourner l'argent des ordures. Je parle d'ordures parce que lorsque vous prenez les communes qui se battent avec le gouvernement et puis l'État, les communes disent nous on n'a pas la gestion, on veut avoir la gestion. Le gouvernement n'a pas la gestion, je veux avoir la gestion. Le ministère de l'administration du territoire, l'État entièrement veut aller dans la gestion. Vous savez, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'argent. Ce sont des milliards en Guinée qui s'y trouvent. Et les gens gèrent. Ce sont de gros budgets. On n'injecte pas l'argent destiné justement à aller dans le ramassage des ordures, dans la gestion de ces déchets. Malheureusement, c'est la corruption notre premier problème aujourd'hui. C'est la corruption qui fait que les PME ne sont pas efficaces et ne sont pas sanctionnés. C'est la corruption qui fait que les citoyens pollués ne sont pas sanctionnés. C'est la corruption qui fait que nous avons des initiatives qui ne perdurent pas. C'est pas que parce que les projets ne sont pas bons, c'est parce que nous sommes corrompus et nous faisons partie des pays les plus corrompus en Afrique et dans le monde. Malheureusement, quiconque vient. Il a raison, le monsieur, en fait. Il y a la mentalité de corruption qui est aussi tellement présente que le projet le meilleur au monde, en fait, se cognera à ce mur, en fait. Et du coup, là, en re-regardant la vidéo pour la deuxième fois, je me rends compte que le fait, en fait, d'attribuer, en fait, ces projets, en fait, à des institutions externes, comme Ali Barak, ça permet, en fait, à l'État de s'éloigner, en fait, de cette mentalité, en fait. Parce que je pense que malgré les efforts, la corruption est tellement présente que c'est même plus dangereux, en fait, de laisser, en fait, les organismes guinéens, en fait, gérer, en fait, ces budgets, parce que ça risque d'être encore pire, en fait, que ça ne l'est, en fait. Malgré qu'il y a des limites de Ali Barak, je pense que si c'était encore à la portée des Guinéens, ça aurait été pire. C'est pour ça, en fait, il faut vraiment travailler sur les mentalités, sur le nettoyage, en fait, des mentalités pour apporter cette nouvelle façon de penser correcte. Et du coup, c'est pour ça, en fait, cette vidéo pourra, en fait, pour les personnes qui se sentiront concernés, donner lieu en fait à de nouveaux investissements et vraiment changer la donne en fait. On continue. Mange pour lui dedans. Tamba. En matière de gestion d'ordures, moi je trouve qu'il n'y a même pas que les collectivités locales ou le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Moi je trouve que le ministère de la Santé doit être impliqué, ou d'ailleurs le ministère est impliqué. Je suis sûr que si vous regardez dans le budget, il y a quelque part où il y a de l'argent qui serait destiné à... On parle d'hygiène publique.
c'est la santé et l'hygiène publique. Il y a forcément un pendant sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on dit de cela et qu'est-ce qu'ils font dans ce Tu avais cas-là? vu les images de l'hôpital de Koya, non? Je trouve que Est-ce qu'il y avait de le l'hygiène ministère là-bas? de peut-être l'urbanisme ou des Tu as vu les toilettes de façon, d'Ignasdine? parce qu'il faut ouvrir les voiries pour permettre aux ordures d'être ramassées dans les quartiers et déposées ailleurs. Je trouve que ces ministères-là aussi sont impliqués. Je trouve que les services de sécurité sont impliqués. Je trouve qu'il y a au moins 5 départements impliqués dans la gestion des ordures en Guinée. Mais pourquoi on ne parle que de ce conflit qui existe entre le gouvernorat et puis les communes, les autres communes, pour le ramassage? C'est parce que les montants qui se trouvent de l'autre côté, aujourd'hui, on ne peut plus il faut même pas les évoquer pour ne pas que les gens sachent que ces montants-là existent. Il y en a qui en usent à leur guise et qui effectivement ne veulent pas qu'on parle de ça. Sinon, tous les projets qui ont été grandes gueules pour ramasser les ordures, on n'est pas aussi grand que ça. On ne produit que 1600, d'après les chiffres, on ne produit que 1600 tonnes d'ordures par jour. C'est facile à ramasser si on a un bon projet. Et les bons projets, il y a Mohamed Ali, il y a en effet, il y a du savoir, il y a du savoir-faire autour de cela, il y a de la documentation. Et il y a des spécialistes. Il y a justement une belle capitalisation mondiale autour de la gestion des ordures. On n'a rien à inventer. Ce qui se passe, c'est finalement, on ne comprend pas que ce naufrage guinéen sur les ordures. Vous savez... Il a raison. Comme je l'ai dit, en fait, en début de vidéo, en fait, la gestion des ordures, c'est une problématique mondiale. Toutes les nations, tous les pays ont été confrontés une fois à la gestion de l'ordure. On a du coup des documentations sur qu'est-ce que chaque communauté a fait pour résoudre, en fait, ce problème d'ordure. Mais bizarrement, il nous faut juste trouver les bonnes personnes pour exécuter, en fait, cela, mais on n'en trouve pas. Et c'est c'est incohérent. Dans les communes, par exemple, si on voulait participer activement à assainir les communes, effectivement, il y a des stratégies, effectivement, qui peuvent amener même les citoyens à ne pas salir. Tamba, ça existe. Du coup, on se rend compte, en fait, que dans l'organisation même de la gestion des ordures, l'organisation encore plus haut, très loin des populations, il y a un gros problème, en fait. Il y a des incohérences qui auraient, si la problématique était bien attaquée, l'incivisme, en fait, des populations aurait été avec un impact moindre. Mais le fait que, à tous les niveaux, en fait, c'est la pagaille, la petite bourde, en fait, ou le petit incivisme, en fait, des populations est accentué encore. Dans les rues de la capitale, les voitures passent, les ordures, elles, restent. Le long des routes, sur les trottoirs, des tas d'immondices, une situation devenue ingérable pour les habitants. Pour comprendre comment une telle insalubrité s'est imposée à Conakry, Juma Camara nous ouvre ses portes à l'heure du déjeuner. Comment je gère les ordures? Bah, comme tout le monde, quoi. Je balaye et je les mets dans un sac plastique que je jette ensuite dans une poubelle installée dans la rue. Quand la poubelle déborde, tu ne peux même pas t'approcher à cause des odeurs, des mouches et des chenilles. C'est insupportable. Résultat, depuis plusieurs semaines, la ville est une décharge à ciel ouvert. Au rond-point Anco 5, très fréquenté, les montagnes d'ordures perturbent le trafic et empêchent les commerçants de travailler. C'est compliqué de vendre. Il y a des chenilles et des mouches partout. Ça pue tellement que je suis obligée de me couvrir le visage. Face à l'urgence, des camions ont été dépêchés sur place et des bénévoles ramassent le surplus d'ordures à la main. Leur demande des tractopelles. Il se trouve que nous n'avons pas de tractopelle. C'est-à-dire nous n'avons pas cette machine. Vous voyez, en fait, comment, en fait, on se rend compte que les tractopelles, c'est le truc, en fait, vraiment nécessaire, en fait, en Guinée. Parce que, vous voyez, bref, il y a plein de gens, il y a plein de vidéos, il y a plein d'éléments, en fait, qui montrent que c'est très important. Au lieu de payer 2 milliards à 2 millions d'euros, en fait, je sais pas, acheter des tractopelles. Le monsieur, il vient de dire qu'il a besoin de tractopelles. Le monsieur de Matoto a dit qu'ils ont besoin de tractopelles. Et vous verrez, en fait, pourquoi on a besoin de tractopelles. Parce que le nombre de communautés a grandi. Il y a le Grand Conakry, de communes plutôt. De 8, on passe à 15. Du coup, autant qu'il y ait pour chaque commune une tractopelle, quoi. Mais bon, bref, c'est pas la préoccupation. Qui pourra ramasser et mettre dans les véhicules. La commune a pris l'initiative
de contractualiser, de recruter des jeunes dans les quartiers. Par souci d'économie, l'État ne s'occupe plus du ramassage et a confié à chaque commune la responsabilité d'assainir son territoire. Le problème, c'est qu'en raison d'un récent découpage administratif, Conakry est passé de 5 à 13 communes et qu'il n'y a pas de tractopelle disponible pour les 8 nouvelles communes. À l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, les agents tentent donc de faire tourner les tractopelles. En attendant que l'État ne dote les autres communes, notamment les nouvelles communes, les tractopelles doivent être utilisés effectivement sur tous les territoires communaux pour rendre service. Sur la base d'une planification réaliste et réalisable, la tractopelle, par exemple, de Ratoma pourra servir Lambani et Sonfonia. La tractopelle de Matoto pourra servir Tombolia, pourra servir Bessia, ainsi de suite. Selon l'Agence nationale, les 8 nouvelles communes seront dotées de tous les équipements dans les mois à venir, sans plus de précision. En parallèle, à 50 km de Conakry, l'UE et l'AFD ont financé un centre d'enfouissement et de recyclage des déchets grâce à la production de biogaz et d'électricité. L'ouverture est attendue début 2028. Vous voyez, on parle encore de l'UE qui est présente avec une autre instance pour encore aider en fait. Du coup, des fois, je me rends compte je pense que c'est une mentalité qu'on a, de vouloir qu'on nous aide en fait. On ne peut pas juste décider de faire les choses par nous-mêmes. Donc, on regarde dans les commentaires qu'est-ce que les gens pensent en fait de cela. Donc, on y va. On voit qu'il y a la déférence d'un État s'observe par son incapacité à assurer les services de base pour sa population. C'est ce que j'ai dit avant. C'est trop profond en fait. L'État n'existe pas en Guinée. Au Sénégal, c'est une femme qui a la société de ramassage d'ordures et de même curage des fosses septiques et des caniveaux. Donc il y a déjà la comparaison. Et du coup, en plus d'un climat chaud, tout se décompose si vite. Les mouches, moustiques, on n'est même pas conscient qu'il fait chaud en Afrique. Nous n'avons aucun intérêt à être sale. Ça, c'est OK. Ce problème d'insalubrité à Conakry perdu depuis 10 ans au moins. Où sont les 50 camions à ordures reçus en cadeau des Chinois sous Alpha Condé? On ne sait pas parce qu'on n'a pas besoin de cadeaux en fait. On doit les acheter en fait, nos camions. Désolé, hein, je suis pas du tout d'accord avec l'assistanat. C'est quelle histoire que nous avons honte. Il y a 20 ans, Conakry était plus propre que maintenant. Comme je l'ai dit, les ordures ont évolué, mais les mentalités n'ont pas évolué. Du coup, avant, les ordures se décomposaient, mais là, non, parce qu'il y a plein de plastique et de synthétique. Du coup, quelle honte pour nous, les Africains, en dehors de nos pays, on travaille dur que ça. Il n'y a même pas besoin de traque-pelle ou simple pelle. Avec 15 personnes maximum, ils vont ramasser tout. Donc là, on montre bien que la problématique de gestion des ordures est propre à une majorité de pays en Afrique. Voilà. Ça, c'est le commentaire que je pense pourra interpeller plein de gens. Ils disent en fait, en Guinée, normalement, ce sont des communes qui doivent s'en occuper. Mais des citoyens guinéens peuvent aussi créer des entreprises de ramassage d'ordures ainsi que leur traitement. C'est ce commentaire en fait qu'il est important en fait de vraiment mettre en place parce que ça rejoint plein de choses en fait. Ça rejoint plein l'idée de Gainvest en fait. Parler en fait de plein de choses pour ressortir ce besoin d'investir. Donc j'espère fortement que cette vidéo en fait pourra interpeller certaines personnes. Là, Mathieu dit le résultat d'une société très mal organisée. Exactement. Ah, voilà. Il y a un monsieur qui dit, une tractopelle coûte 15 000 $. Donc, j'étais très gentil en disant que c'était 100 000 €. Donc, quelle honte pour le pseudo général. Vous devez construire des réservoirs d'eau dans les villes et villages. S'il y a trop de... Ah, ça, on s'égare un peu. Nous voulons tous commander, c'est-à-dire donner au président de la République, distribuer de l'argent et le reste intéresse peu. Exactement. Je pense qu'on n'a pas très compris en fait le besoin en fait de c'est quoi gérer un pays, mais bon. Tac, tac, tac. Là, on voit... Voilà. Une tractopelle, j'étais bien d'accord.
C'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros que moi j'ai vu. Donc lui il dit que c'est entre 200 000 euros et 252 000 euros. 250 000. Donc au moins 4 tractopelles pour 1 million. De toute façon, on peut toujours commencer par des petites tailles avancées en fait. Donc voilà, donc ces commentaires reflètent vraiment de l'avis en fait qu'on peut se faire en fait sur notre pays et que là c'est vraiment des vidéos, c'est pas truqué, c'est vrai. Donc il faudra vraiment prendre ça en compte pour changer un peu la donne. Regarde, lui, par contre, il dit toujours un mauvais reportage sur la Guinée. Je me demande pourquoi on vous laisse diffuser encore. C'est vrai, il faut réveiller les... c'est pas faux, c'est vrai, c'est juste la vérité qui dérange. On passe à la vidéo suivante, c'est la dernière, en fait, qui vous expliquera encore comment, en fait, les ordures sont gérées. Et à la fin, on pourra, en fait, discuter de comment toutes ces interventions peuvent être vraiment l'entrée en fait pour définir votre cahier de charge et votre organisation de comment vous gérez votre entreprise. Parce que si jamais vous décidez de vous lancer, parce que vous avez déjà ce qui est fait, l'existant, les mentalités en fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on y va. Enfant, il pratique ce métier depuis plus de 20 ans. Chaque jour, à l'aide de son tricycle, il sillonne les domiciles des abonnés pour la collecte des ordures. Malgré les difficultés et les risques sanitaires qu'il court, sa rémunération ne lui permet pas de couvrir les dépenses de sa famille. En condition de travail, on donne la botte, on donne le menton, à chaque hivernal, on donne ça. Donc, il faut savoir que ce monsieur, en fait, si je comprends bien, ce sont ceux, en fait, qui font la pré-collecte, en fait. Je pense que c'est ceux qui sont chargés par les PME pour faire la pré-collecte. Oui. Quand c'est pas l'hivernal, on travaille avec notre chemise. Il y a le gant, mais quand tu portes le gant, quand on nous donne le gant, ça peut faire une semaine si c'est gâte. Quand tu le demandes, ah, je viens de donner le gant, pourquoi le gant là? Non, je ne te donne pas. Maintenant, ça peut faire 1 mois, 2 mois avant qu'on te donne le gant. On travaille comme ça avec la main, surtout moi. Moi, je suis animateur, je suis pré-collecteur encore, en même temps. Ah, voilà, ça... donc il a raison, c'est ça qu'il a dit, il est pré-collecteur. Du coup, c'est ce que je dis. Donc, ce sont ces personnes, en fait, qui sont le plus proches des déchets, en fait, parce qu'ils font la pré-collection. Donc, c'est eux qui sont en contact avec les populations, les maisons. Et je pense que c'est eux qui sont vraiment le plus à valoriser, en fait. Chaque fois, je prends le médicament, tous les temps, le lait, tu vois quoi? Chaque moment. Oui. Sinon, ça... Et vous voyez l'état des routes. Pas bon. Vous voyez comment toute cette problématique en fait est une cumulation en fait des différences de plusieurs secteurs. On a l'urbanisme parce que son boulot en fait aurait pu être facilité si on avait des points de collecte un peu excentrés et que les populations seraient venues facilement déposer leurs colis, leur saleté. 2, il est obligé de compenser en fait cela en allant dans des zones très reculées, en subissant en fait les défaillances en fait de l'urbanisme en fait dans la capitale ou dans la localisation concernée. Et c'est assez triste en fait. Mais moi là où je suis, j'avais une maladie là, j'avais la hernie tringlée quoi. On m'a opéré mais c'est pas reçu. Quand je travaille pendant 2 mois, 3 mois comme ça là, ça gonfle. Donc, il me faut prendre le médicament pour sauver encore. Il me dit de retourner encore pour faire la deuxième aussi. Mais ce n'est pas de moins pour ça d'abord. C'est peu de dire que Conakry est sale. De nombreuses familles ne sont pas encore abonnées à des structures spécialisées pour la collecte de leurs ordures à domicile. Celles qui sont abonnées souffrent de l'inexpérience et de l'inorganisation de certaines structures de collecte. C'est le cas de la famille Sidibé. Précisément, en Kosenk ici, ça va très mal. Surtout avec la saison pluvieuse, là, nous souffrons beaucoup. Parce que, mis à part qu'il pleut, déjà quand il pleut, il y a des gens qui mettent les ordures dans les caniveaux. Et les ordures là viennent jusqu'au niveau de la route ici. Nous n'avons pas de passage. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque le gouvernement a déployé des camions pour débloquer les caniveaux, il y a eu ils ont pris quelques ordures, mais arrivés ici, ils n'ont pas pris d'ordures. Nous sommes abonnés exactement. Lorsqu'on s'abonnait, on a prévu 2 fois dans la semaine. Vous voyez, à chaque
une semaine, ils viennent 2 fois. Mais actuellement, ils viennent que 4 fois dans le mois, c'est-à-dire 1 fois par semaine. Donc avec ça aussi, nous souffrons. Parce que s'il pleut, nous n'avions pas où déposer les ordures. Donc s'il y a beaucoup d'eau, nous souffrons aussi avec ça. Il faut... Donc là, déjà, on voit que dans le stockage en fait des ordures avant la pré-collecte est à la charge des familles, alors qu'il pourrait avoir un aménagement en fait pour permettre à ces familles de stocker convenablement et faciliter la pré-collecte en fait des ordures. Donc c'est une idée à noter pour les personnes qui voudront se lancer dedans. Seulement que ces PME ici essayent d'améliorer leur manière de faire. Parce que vouloir venir, surtout avec un tel quartier comme ça, où il y a plein de saleté, même si nous sommes abonnés, vouloir venir 4 fois dans le mois, c'est peu. Il faudrait qu'ils fournissent d'efforts et aussi en général, le gouvernement, le travail qu'il a commencé, qu'il puisse continuer. Parce que vraiment Conakry est sale. Surtout, il y a des enfants ici. Ils peuvent à n'importe quel moment contracter de la maladie. Ce n'est pas seulement à la maison, même au dehors. S'il n'y a pas la propriété, c'est pas bon. La Guinée doit se doter d'une politique publique cohérente de gestion des déchets. Le pays, surtout la capitale Conakry, souffre de l'insalubrité grandissante. Cette situation expose des populations à d'énormes risques sanitaires. Les entreprises de collecte d'ordures, tout comme les citoyens, peinent à évacuer les déchets collectés. Les plus hautes autorités sont interpellées. Conakry ne mérite pas ce visage hideux. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on a pu récolter en fait sur la sensibilisation en fait à la notion de gestion d'ordures en Guinée. Et maintenant, on va essayer maintenant de parler business. Donc je pense que là, c'est carrément en fait, vous avez toute la connaissance de l'attente en fait que une personne ou une entité en fait guinéenne qui voudra se lancer dans le monde de l'investissement, surtout dans la gestion des ordures en Guinée, vous avez tous les éléments en fait. Vous avez vraiment fait votre étude, l'étude de marché, elle est là en fait. On a les limites en fait, on a ce que le peuple en fait est prêt à débourser, l'investissement en fait qui sont prêts en fait à mettre en place en termes de temps, en termes d'efforts. On a ce qui est fait et ce qui pourrait être mieux fait. On a ce qui était fait par les précédentes entreprises et comment vous pourrez améliorer en fait leurs échecs. Du coup, il y a tous les éléments qui sont là pour permettre en fait aux futurs investisseurs d'avoir toutes les cartes en main, plus la connaissance mondiale de la gestion des ordures qui part de la facilitation de collecte, de la sensibilisation des populations, de la collecte, du stockage, du traitement en fait, de la valorisation. Du coup, tout ça en fait permet de remonter en fait vraiment toutes les clés en fait pour permettre de gérer au mieux son business plan dans la gestion en fait des déchets en Guinée. Et il faudra commencer par plusieurs choses comme changer les mentalités, les faire évoluer et surtout sensibiliser les gens en fait que les ordures en fait ne se décomposent pas par magie et que la différence entre les ordures organiques et non organiques et l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Il faudra en fait que vous puissiez compenser ou même dépasser en fait les limites en fait de l'État. Et quant à l'assurance d'être régulier en fait dans les rémunérations, parce que si jamais, parce que c'est un service en fait public, donc il faudra que votre société puisse mettre tout en place pour que votre rémunération soit correcte en fait. Donc si jamais vous ne pouvez pas passer par, si l'État n'est pas présent, allez directement vers les collectivités et jouer en fait sur le besoin de propriété en fait qu'un pays doit avoir. C'est à vous de compenser cela. Il faudra aussi comprendre que les PME font l'interface avec les populations et peut-être prendre l'existant, utiliser en fait ces PME qui sont existantes, peut-être les rémunérer et peut-être améliorer leurs conditions de vie pour faciliter en fait leur introduction dans votre future société, tout en prenant en compte qu'il y a les mentalités guinéennes et que c'est très important de vous dire qu'ils ne seront pas gentils avec vous. Et aussi compenser en fait le manque de civisme des citoyens, le manque en fait de sérieux de certaines PME et
Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Et vous dire que la gestion en fait des ordures est universelle, que les problèmes qui seront rencontrés en Chine ou aux États-Unis ou en France ou en Espagne ou au Congo ou en Sud-Afrique ou au Mali, si on l'a pas déjà vécu en Guinée, on risque de le vivre en fait. Donc ça vous permet d'être dans l'anticipation en fait et améliorer et être force de proposition. Il faut aussi que vous vous rendez compte que tout cela en fait permettra de définir votre business model qui est l'un des bases, l'une des fondations en fait de votre projet en fait. Et plus il sera bien établi et plus vous êtes sûr de durer en fait dans cette entreprise. Donc il faudra penser aussi au recyclage parce que c'est bien de collecter mais aussi il faut aussi transformer. Et en gros, il faudra vraiment être sûr de vous et ne pas hésiter à commencer par des projets pilotes et commencer petit et grandir. Donc voilà, donc ça c'est les premiers points de blocage que vous aurez à passer. Et en plus, vous pourrez en fait évoluer vers la création en fait d'une société de récolte d'ordures en ayant une vision globale en fait du traitement de ces ordures, d'investir en fait dans la... Peut-être vous pouvez pas démarrer en fait dans la collecte et tout le tralala, mais vous connaissez peut-être, vous avez des sensibilités avec des machines, peut-être que vous pouvez investir dans la fourniture en fait de ces machines en fait. Trouver des moyens en fait de facilitation de paiement en fait pour les structures déjà en place. Du coup, ces tractopelles, vous les fournirez finalement en fait aux communes. Et aussi ce qui permettra de faciliter le processus de collecte et en même temps vous pourrez en fait changer en fait la donne. Il faudra aussi penser aussi que les ordures peuvent s'acheter et que les personnes en fait ça veut dire que si jamais vous décidez en fait de vous lancer dans la transformation d'ordures, allez directement acheter les ordures aux populations. Vous pourrez faire du biogaz et vous pourrez en ressortir des composts, vous pourrez en sortir des engrais. Et tout cela en fait montre tous les dérivés en fait qui peuvent être liés au bon suivi de traitement des ordures. Et j'espère que ça permettra à la majorité des personnes qui ont regardé cette vidéo de comprendre en fait tout ce qui est présent comme investissement et que tout est possible en fait. Tout est possible et que c'est juste les moyens qui nous manque, la motivation et que avec la motivation qu'il faut, on peut tout changer. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je m'attends quand même à ce que vous participiez dans les commentaires pour avoir votre ressenti. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Allez, bye bye.